Bonjour à tous, c'est Antoine et aujourd'hui on est là pour parler du tant redouté The Marvels, le dernier film en date du Marvel Cinematic Universe. Pourquoi redouté? Eh bien parce qu'en plus d'être parti pour se planter au box-office, et je vous renvoie pour ça à l'analyse de Geoffrey sur le sujet, The Marvels a connu une production pour le moins mouvementée. Mais avant d'entrer dans le détail, un petit mot sur notre partenaire. Hello, permettez-moi d'interrompre 2 petites secondes ce programme, promis ce sera pas long. C'est juste le temps de vous conseiller 2 films à voir absolument sur Filmo, la plateforme de SVOD dont nous sommes partenaires. Ben oui, parce qu'on trouve de tout sur cette plateforme, alors moi j'avais envie de vous aiguiller vers 2 pépites en particulier. Je pense d'abord à Quai des Orfèvres, un film sorti en 1947 et réalisé par Henri-Georges Clouzot. Évidemment que je n'allais pas passer à côté de l'occasion de vous recommander un Clouzot, ce maître absolu de la mise en scène. Adapté d'un roman policier de Stanislas André Stiman, Quai des Orfèvres raconte une enquête pour meurtre menée par l'inspecteur Antoine, incarné par le légendaire Louis Jouvet. À ses côtés, Simone Renan, Bernard Blier et Suzy Delair complètent le casting de ce polar au dialogue ciselé et saupoudré d'humour. Bref, ce film c'est un type dans mon genre et sûrement dans le vôtre aussi. Mais ce n'est pas tout, passons à la couleur et aussi à l'horreur tant qu'on y est, parce que maintenant je vais vous conseiller L'Orphelinat. Sorti en 2007 et réalisé par Juan Antonio Bayona, L'Orphelinat fait partie des films qui m'ont le plus terrorisé de toute ma vie. Avec son histoire de maison hantée dans laquelle l'héroïne, incarnée par la géniale Belén Rueda, paume son fils de 7 ans, qui a besoin de ses médicaments pour survivre. Mais au-delà du film d'épouvante ultra efficace, L'Orphelinat est aussi un drame très émouvant, magnifiquement mis en scène. Si vous aimez flipper et pleurer en même temps, comme moi, bah c'est un film fait pour vous. Et surtout, dites-nous en commentaire si vous avez réussi à dormir sans allumer la lumière après, parce que moi perso j'y arrive toujours pas alors que ça fait au moins 10 fois que je vois ce film. Bref, ces 2 bijoux sont à retrouver sur Filmo, une plateforme de SVOD dont le catalogue de films est sans cesse renouvelé et qui vous est proposé à l'abonnement ou à la carte. On y trouve de grands classiques, des pépites cachées et vos blockbusters préférés. Et pas besoin de signer avec votre sang parce que Filmo propose 2 semaines d'essai gratuits, puis un abonnement à 6,99€ par mois sans engagement. D'ailleurs, avec le code ELFilmo Forever, vous aurez accès à 1 mois gratuit et on vous récapitule tout ça dans la description de la vidéo. Alors je vais pas vous refaire tout l'historique, d'autant qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre, mais on sait depuis un moment que le cas de ce film un peu bâtard, à la fois pensé comme un Captain Marvel 2 et un nouveau film d'équipe, a été l'un des symptômes les plus évidents d'une franchise en état de crise depuis la fin pétaradante de la phase 3 avec Avengers Endgame. Pour rappel, la phase 4 de Marvel, initiée par Black Widow à la sortie de la crise du Covid, a jusque-là peiné à convaincre, que ce soit en termes de box-office ou d'accueil critique. Bien sûr, tout n'est pas à mettre dans un même panier aisément réducteur, et avant que certains d'entre vous ne viennent écrire un commentaire mal renseigné qui nous accuserait de détester le MCU par principe, il est toujours bon de rappeler que Geoffrey a fait partie des rares à défendre les Éternels à sa sortie, que j'ai pas mal mis en valeur les qualités de Doctor Strange 2, qu'on est à peu près d'accord à la rédac pour voir en Shang-Chi une proposition revigorante, et que les Gardiens de la Galaxie 3 nous a tous émus aux larmes. Le truc, c'est que la machine Marvel s'est pas mal enrayée ces derniers temps, malgré son planning toujours plus chargé de films. À la recherche de la magie de ses débuts, la saga de Kevin Feige en revient à tâtonner et éveiller une forme de doute derrière sa nature de rouleau compresseur, peut-être pas si intouchable. Parce que souvenez-vous, en mai 2021, au moment où les salles de cinéma commençaient à pleinement rouvrir suite au Covid, Marvel a balancé fièrement une bande-annonce pour teaser toute la phase 4, devenant entre-temps la phase 4 et le début de la phase 5, mais bref, le tout avec plein de dates de sortie. Et si certains films ont été décalés au slot suivant ou ont été intervertis, The Marvels est le seul film qui a été repoussé d'1 an, puisqu'il devait à l'origine sortir en novembre 2022. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on sait pas trop, si ce n'est que le film n'a cessé d'être repensé, retravaillé et remarketé, au point que les médias américains ont pas mal mis l'accent sur les 4 semaines de reshoot nécessaires à sa production, qui ont entre autres fait décoller son budget à 250 millions de dollars. Bon, après les reshoots, on en fait souvent tout un fromage, mais pratiquement tous les films en ont, et à Hollywood, c'est devenu récurrent d'avoir autant de remaniements. Parfois ça donne des résultats informes et hétérogènes comme Suicide Squad ou le Justice League de 2017, et parfois ça sauve un film comme ça a été le cas de Rogue One. Mais forcément on avait de quoi être inquiet pour The Marvels, d'autant que ces corrections semblaient sous-entendre les problèmes de plus en plus mis en exergue dans la méthodologie de Marvel qui précipite ses phases d'écriture et ses pré-productions, quitte à tout retravailler en dernière minute en post-prod, de préférence en mettant des équipes d'effets visuels sur les rotules. Bon, maintenant qu'on a reposé le contexte, je précise que je n'attendais pas le film le couteau entre les dents, puisqu'après tout, le système de Marvel a parfois offert des projets très calibrés mais efficaces, comme Avengers Infinity War, et à l'inverse des films a priori plus libres mais aussi bien plus bordéliques comme Thor 4. D'une pichetée. T'en fais trop, comme d'habitude. Donc pour répondre à la question The Marvel c'est comment, je dirais que ça a été plutôt
une bonne surprise? Ok, bonne surprise est sans doute un terme bien trop fort, et à vrai dire, je peux pas parler de The Marvels comme d'un bon film. C'est même tragique parce qu'au fond, c'est un film assez inoffensif et surtout terriblement moyen. Mais justement, il est question de moyenne, et à force, Marvel n'amène plus qu'à des comparaisons avec les autres volets de la saga qu'on a trouvé meilleurs ou pires sur cette médiane un peu tristoune. Donc pour être clair, je vois un peu The Marvels comme ce mauvais élève qui essaie toute l'année de faire des efforts et qui s'en sort à l'examen final avec un petit 10 sur 20 qui passe de justesse. Il y a plein de problèmes, mais la plupart viennent de la source même du projet. Bon, déjà, c'est la suite de Captain Marvel qui était, à mes yeux, un épisode particulièrement médiocre, qui ne savait que faire de son héroïne aussi surpuissante que sous-caractérisée. Ce n'est sans doute pas un hasard si le MCU cherche toujours à l'inclure dans des groupes pour ajouter un peu de dynamique et d'enjeu, parce que sinon on se contente de Brie Larson qui fronce des sourcils et de sa doublure numérique qui passe à travers des vaisseaux comme si c'était du beurre. Et ça amène au deuxième et plus important problème de The Marvels, à savoir la place de ces deux autres héroïnes. Kamala Khan, alias Miss Marvel, et Monica Rambeau. Suite à une sorte de vortex spatio-temporel provoqué par la méchante dont j'ai déjà oublié le nom, les trois super-héroïnes se retrouvent connectées par leur pouvoir qui les amène à transmuter lorsqu'elles les utilisent. Enfin plus ou moins parce que les règles ne sont pas des plus claires. Mais bref, le vrai sujet, et qui a déjà été discuté plein de fois, c'est que ce Captain Marvel 2 dépend en grande partie de personnages jusque-là introduits dans des séries Disney+. Miss Marvel pour Kamala et WandaVision pour Monica Rambeau. Et étant donné que les séries Disney+, sont loin de faire l'unanimité ou même d'attirer les spectateurs, on est en droit de se demander si The Marvels n'est pas à la base plombé par la stratégie du toujours plus du MCU qui a fini de laisser des spectateurs plus occasionnels sur le carreau. Je vous rassure, le film raccroche aisément les wagons, mais la contrepartie, c'est qu'il ne fait pas beaucoup d'efforts pour donner au trio une consistance fondée sur leur backstory. Pour ça, il faudra se contenter d'une séquence bien risible de partage collectif de souvenirs qui fera figure de flashback rapide. Et c'est dommage, parce qu'au-delà du côté fangirl de Miss Marvel, qui a toujours été fan de Captain Marvel, il y avait un truc à puiser dans la rancœur que Monica Rambeau a aussi envers Captain Marvel, qui n'est pas revenue sur Terre quand elle en avait vraiment besoin. Puisque c'est la gamine de sa meilleure amie dans le premier Captain Marvel, si vous aviez oublié. Tout ça reste à l'état d'ébauche, ce qui n'étonne plus grand monde dans l'énergie globale d'une franchise trop préoccupée à penser son futur plutôt que l'instant présent. Alors qu'en plus, pour une fois, il y avait une bribe de caractérisation donnée à Captain Marvel en tant que grande sauveuse de l'univers qui a parfois provoqué plus de dégâts qu'autre chose et qui s'en veut terriblement. Ça crée un lien avec l'antagoniste, mais ce n'est jamais travaillé par le film, alors que le poids de cette culpabilité pouvait enfin promettre de donner du biscuit à un personnage presque trop parfait. Tout est d'ailleurs peu aidé par le jeu toujours aussi rigide de Brie Larson, que j'adore d'ailleurs au demeurant, et j'en profite pour vous recommander l'un de mes films préférés des années 2010, States of Grace, où elle est juste géniale. Et en plus c'est fait par le réal de Shang-Chi. Teyonah Parris est malheureusement sur le même mode, je balance des phrases très graves et du techno-bubble avec aplomb, d'où le fait qu'Iman Vellani se démarque clairement par l'optimisme enfantin de Miss Marvel et son débit de parole façon mitraillette qui fonctionne par instant. Mais c'est aussi là que paradoxalement The Marvels m'intéresse le plus. Je disais plutôt que les films du MCU semblent exister de plus en plus dans un vase clos et que les critiquer revient surtout à dire face à leur uniformisation que tel film est mieux que celui-là ou moins horrible qu'un autre. En l'occurrence, je trouve The Marvels bien plus divertissant et amusant que Captain Marvel, mais j'ai l'impression que cette appréciation est surtout liée à notre fatigue des grosses productions super-héroïques et de ces codes paresseux que j'évoquais déjà lassés dans ma vidéo sur Blue Beetle. Sauf que c'est là que j'en reviens à la bonne surprise relative de The Marvels, qui certes passe par pas mal de passages obligés, mais le fait en allant toujours à l'essentiel. C'est donc souvent au détriment des personnages, mais en même temps, si c'est pour s'éterniser sur les mêmes atermoiements vus 1000 fois, est-ce bien la peine? Visiblement, Marvel a tranché et a privilégié l'efficacité d'un film qui m'a honnêtement surpris. Parce qu'au lieu de traîner la patte comme la plupart des blockbusters récents, il balance son élément perturbateur au bout de 5 minutes top chrono pour ne plus jamais s'arrêter, un peu à la manière des comics Marvel, dont les films ont clairement perdu de cette inspiration pulp. Même s'il ouvre un pan de son univers vers la fin avec ses éternelles scènes post-génériques, The Marvels est finalement assez contenu, comme une petite aventure du samedi soir qui se picore sans déplaisir. Je me faisais d'ailleurs la réflexion, mais beaucoup de blockbusters de cette trempe se donnent la peine de renouveler leur rythme et leurs enjeux par la présence de deux intrigues simultanées. L'intrigue principale et l'intrigue secondaire. Sauf que si c'est mal fait, ça peut plomber un film, comme dans Ant-Man 3, à tout hasard,
et je ne doute pas que les multiples réécritures de The Marvels ont épuré petit à petit cet aspect-là. On a bien Nick Fury qui s'emmerde avec les parents de Kamala sur sa base spatiale, mais c'est tout, et on passe tout le reste du temps avec son trio d'héroïnes, y compris dans quelques passages un peu lunaires qui ont le mérite d'aller au bout de leur logique. Bien sûr, je n'en viendrai pas à dire qu'on reconnaît là-dedans la patte de la réalisatrice Nia DaCosta, qui s'était pourtant faite remarquer pour son remake sympathique de Candyman. The Marvels est bien un film de studio et surtout un film Marvel. Mais il a pour lui l'humilité d'une franchise qui se sait essorée. Et pour une fois, j'oserais même dire que les reshoots en pagaille semblent avoir payé, alors que je craignais que le film ne ressemble à une créature de Frankenstein dont on percevrait les coutures, comme ça a été le cas à l'époque de Suicide Squad ou de Justice League. Au contraire, on sent ici que ça sert la fluidité de l'ensemble, qui d'ailleurs en vient à être le film le plus court du MCU, avec une durée de 1h45, générique inclus. Et pour être clair, je ne fais pas partie des gens qui trouvent que les films sont trop longs, étant donné que mes blockbusters récents préférés c'est The Batman et Avatar 2. Mais on a beaucoup trop normalisé le fait que des films de super-héros qui ne méritent pas toujours de se prendre autant au sérieux épuisent le spectateur. Donc c'est un peu triste à dire, mais le fait que The Marvels aille droit au but joue clairement en sa faveur, parce que ça en deviendrait presque rafraîchissant actuellement. Du coup, ça enchaîne les paysages numériques plutôt inspirés, les couleurs chatoyantes et quelques effets de montage plutôt malins au vu des transmutations de ces héroïnes. Quand on sait d'ailleurs que les chorégraphies sont souvent torchées par les équipes de Marvel par manque de temps, j'admets avoir été agréablement surpris par certaines idées et moves des scènes d'action et par des raccords de mouvements qui se doivent de coordonner différents espaces. Tout n'est pas réussi, mais la photographie assez cool de Sean Bobbitt, le chef-op de tous les films de Steve McQueen comme Shame ou 12 Years a Slave, s'accorde pour une fois à des effets visuels plutôt corrects. Et j'entends par là qu'on est très loin de la catastrophe Ant-Man 3. Vous pourrez me dire que je nivelle par le bas, mais il faut bien comprendre que The Marvels avait tout pour être l'un des pires films de la saga. Un projet pris dans la tourmente d'une firme en pleine introspection, victime de méthodes de production de plus en plus intenables, et le tout en se reposant sur des personnages issus de séries télé, alors que Disney+ est dans le viseur de Bob Iger, le patron du groupe. Encore une fois, ça n'en fait pas un bon film, mais son recalibrage intensif ne l'a pas transformé en monstre irregardable. Et non, The Marvels ne signe pas la fin du MCU. Maintenant, reste à voir si le film est vraiment promis à sa carrière décevante au box-office, et si c'est le cas, j'ai un peu peur qu'on lui reproche pour de mauvaises raisons. Mais on observera ça avec attention. D'ailleurs, si ça vous intéresse, Écran Large a également un podcast dans lequel on parle de plein de sujets divers comme les films de Dino, la carrière de Ryan Gosling ou la saga L'Exorciste. Et possible qu'on s'attarde bientôt sur Marvel et son état d'une manière ou d'une autre. Ça s'appelle La Réu, c'est dispo sur toutes les bonnes plateformes de streaming, et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao! Stop!